vraie voix Sud Radio. Christophe Bordet. Ah si on essayait sur toute la planète, ma chloroquine, ma chloroquine. Ah si on essayait sur toute la planète. C'est sûr que Didier Raoult continue de chanter ça, j'imagine, dans sa salle de bain chaque matin en se rasant, hein, évidemment. Tu as bien raison. Bah oui, c'est une étude foireuse. Didier Raoult n'y va pas par quatre chemins pour dézinguer l'étude internationale sur le traitement du coronavirus à l'hydroxychloroquine. Selon cette étude internationale, ni la chloroquine ni son dérivé, l'hydroxychloroquine, sont efficaces contre le Covid-19 chez les malades hospitalisés et ces molécules augmentent même, semble-t-il, toujours selon cette étude, le risque de décès et d'arythmie cardiaque. Voilà ce que répond donc très clairement le professeur Raoult aujourd'hui dans une vidéo, une nouvelle vidéo postée sur Internet. Qui c'est qui se trompe? C'est celui qui n'a pas vu les malades ou c'est ceux qui ont examiné les malades? C'est pas sérieux. Il y a un produit concurrent qui va peut-être nous faire le même coup que le Remdesivir, c'est le tocilizumab, là, qui coûte à peu près 200 € par semaine, alors que l'hydroxychloroquine ne coûte rien. Et vous allez voir, comme c'est la même cible, c'est-à-dire l'interleukine, vous allez voir que bientôt on va dire que l'hydroxychloroquine c'est même pas bon en rhumatologie, qu'il faut le remplacer par un produit qui coûte 20 à 50 fois plus cher. Donc c'est une vraie question. Est-ce qu'il faut détruire tous les vieux médicaments qui marchent depuis des décennies sans poser de problème majeur pour les remplacer par des nouveaux médicaments qui ne sont pas plus utiles et qui coûtent un prix fou? C'est un problème de biais d'analyse, si vous voulez, et donc c'est un problème de qui croyez-vous? Celui qui a vu les malades et qui a traité les malades ou celui qui a analysé les données informatiques issues des hôpitaux et remplies, on ne sait pas comment. Professeur Yves Buisson, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio. Vous croyez plutôt qui, vous, alors, finalement? Vous croyez plutôt quoi, d'ailleurs? Plutôt, finalement, ceux qui ont vu les malades, comme le professeur Raoult, ou bien alors ceux qui ont fait cette étude à travers tout un tas de dossiers médicaux qui sont remontés et qui ont été regroupés et analysés? Eh bien, d'abord, c'est le terme « croire », le verbe « croire » qui ne convient pas. Parce que justement, il y a trop de croyances et pas assez de science dans tout ce débat. Moi, je fais confiance aux études scientifiques rigoureuses. Et lorsqu'il y a une étude scientifique rigoureuse, eh bien, on l'analyse et puis on peut en prendre les conclusions, qui ne sont pas toujours des conclusions définitives, mais qui au moins font avancer le débat. Actuellement, on se trouve dans le monde scientifique, depuis l'apparition du Covid-19, avec une somme incroyable de publications chaque jour. Et ce nombre de publications fait court-circuite les comités de lecture qui ne sélectionnent que les publications, les travaux les plus rigoureux. Ce qui fait qu'on a énormément d'articles disponibles, mais qui sont en pré-print, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas été contrôlés. C'est à lire avec la plus grande prudence. Alors, donc, mais là, cette étude, elle est assez rigoureuse ou pas, cette étude internationale? Non, l'étude du Lancet, elle est absolument rigoureuse. Hein, elle ne prétend pas être ce qu'elle n'est pas. Ce n'est pas une étude randomisée. C'est une étude observationnelle, une étude donc rétrospective. Mais ce qui fait la force de cette étude, c'est son caractère multicentrique, international, et le nombre très élevé puisque de patients dont il reprend les dossiers, puisqu'il y a près de 15 000 patients Covid qui ont été traités soit par l'hydroxychloroquine seule, soit par la chloroquine seule, soit par l'une de ces deux molécules associées à l'azithromycine. Donc on a un panel de patients, de dossiers qui ont été sélectionnés, parce qu'au départ ils sont partis de beaucoup plus. Ils sont partis de près de 100 000, enfin 98 000, 97 000 dossiers. Ils ont donc écarté tous ceux qui n'étaient pas très rigoureusement utilisables. Et donc, ils en ont gardé presque 15 000, ce qui est énorme. Mais professeur Buisson, parce que moi, j'aimerais comprendre deux, trois petites choses quand même. Cette étude, quand on regarde un peu les choses de près, on s'aperçoit que cette étude porte sur des personnes dont la moyenne d'âge est à peu près de 54 ans. C'est une majorité d'hommes. Raoult, c'est tout le contraire. Il a travaillé sur quelque chose de tout à fait contraire. C'était des gens qui étaient beaucoup plus jeunes et une majorité de femmes. Donc, comment peut-on comparer ces deux études? Justement, on ne peut pas tellement les comparer. Voilà. L'étude du Lancet a repris des patients hospitalisés. Ce sont des dossiers hospitaliers.
parce que c'est à l'hôpital qu'on peut réunir le plus grand nombre de données interprétables et analysables par la suite. Ce n'est pas dans la rue. Donc, les patients hospitalisés sont des patients, s'ils sont hospitalisés, c'est qu'ils sont des formes plus sévères. Donc, on va retrouver dans les formes plus sévères de la maladie Covid-19 des hommes, beaucoup plus que des femmes, et puis des hommes relativement âgés plutôt que des jeunes. Donc, c'est tout à fait normal qu'en travaillant sur des données hospitalières, on retrouve plutôt des hommes et plutôt des personnes relativement âgées. Mais donc, ça veut dire quand même qu'on en est toujours au même point, parce que si on fait une étude sur la chloroquine ou l'hydroxychloroquine et son efficacité par rapport au Covid, alors que l'on sait que lorsque les gens sont à un certain niveau de la maladie, eh bien, on sait depuis longtemps maintenant, visiblement, que c'est inefficace, que ça sert à rien, qu'il faut le donner au tout début. Donc là, encore une fois, on retombe toujours dans les mêmes travers avec ces études. Non, alors, on ne retombe pas dans les mêmes travers, mais il faut examiner un petit peu l'efficacité, s'il y en a une, de la chloroquine ou d'hydroxychloroquine dans ces deux qualités potentielles. Il y a la qualité antivirale, et effectivement, cela, il faut l'observer, il faut en juger en tout début d'infection, et voire même en prophylaxie, c'est-à-dire en pré-exposition, ou bien on regarde l'activité immunomodulatrice qui existe également avec la chloroquine, et à ce moment-là, puisque le professeur Raoult a comparé donc cette activité à celle du tocilizumab, en disant que la chloroquine était beaucoup moins chère que le tocilizumab, donc il fait référence à l'activité de cette molécule dans les phases beaucoup plus évoluées de la maladie. Alors, il faut savoir de quoi on parle. Là, on sait que dans ces phases évoluées, l'hydroxychloroquine ne donne pas de bons résultats. Et maintenant, on a de plus en plus d'arguments qui nous montrent que dans les formes modérées débutantes, eh bien, on n'a pas non plus de bons résultats. Il y a une étude, on parle beaucoup du Lancet, mais on ne parle pas encore assez d'une étude qui vient de sortir dans le British Medical Journal, qui montre que les patients qui font des formes modérées ou bénignes, l'élimination du virus se fait pas plus vite sous hydroxychloroquine que quand on n'a pas d'hydroxychloroquine. Donc, vous voyez, là, on est beaucoup plus près des patients qui sont envisagés dans les travaux du professeur Raoult. Bon, on va demander l'avis de Philippe Bilger sur ces nouvelles études et ce qu'elles tendent à montrer, bien évidemment. Philippe Bilger, qu'est-ce que ça vous inspire ? Professeur, étant un profane et n'ayant jamais eu l'arrogance de l'ignorance dans ce domaine, je suis content de vous entendre, notamment sur le second point. Parce que le premier, on avait compris qu'en réalité, la médication du professeur Raoult pouvait être efficace dans les cas bénins, mais qu'elle permettait éventuellement d'aller dans le registre plus grave. Ça finissait par être admis, mais vous indiquez maintenant, ce qui me paraît le point central, c'est que même pour les cas les moins graves, il semble que la médication du professeur Raoult ne soit pas aussi efficace qu'on le prétendait. Est-ce que j'ai bien compris, professeur ? Vous avez parfaitement bien résumé ce que j'ai essayé d'expliquer, c'est tout à fait cela. Mais vous êtes limpide, hein ? Ce sont des études qui sont toutes récentes et on va en avoir d'autres. En particulier, on va avoir cette étude réalisée au niveau de la PHP en prophylaxie, c'est-à-dire on verra si c'est une étude qui a commencé il y a plus d'un mois maintenant, on ne devrait pas tarder à en voir les résultats. Si les personnels soignants qui sont très exposés à l'infection par le Covid-19 et qui prennent préventivement de l'hydroxychloroquine, est-ce que ces personnes sont protégées par rapport à celles qui n'en prennent pas? Là, c'est une étude qui sera extrêmement intéressante, puisque peut-être c'est la dernière chance de pouvoir montrer une efficacité de l'hydroxychloroquine. Croyez bien que, comme tout le monde, j'espère qu'elle a une efficacité quelque part. Mais pour l'instant, il faut reconnaître les résultats tels qu'ils sont, et je parle des résultats, non pas des croyances, mais des résultats scientifiquement démontrés. Pour l'instant, on n'a aucun avantage à utiliser l'hydroxychloroquine chez les patients atteints de Covid-19. Babette de Rosière, vous êtes une défenseuse, si je puis dire, du professeur Raoult. Est-ce que vous commencez à avoir des doutes quand même ? Moi, j'ai pas de doute du tout. D'ailleurs, le professeur Raoult avait bien dit qu'il fallait prendre ce traitement au début de la maladie et pas pendant et pas quand c'est très grave. Et en plus, je veux pour preuve
quelqu'un que Philippe Bilger connaît bien. Il y a François, d'autres amis magistrats, dont le mari Philippe, tu m'entends, a eu aussi cette maladie. Et hier encore, il me disait c'est grâce au professeur Raoult qu'il a été guéri. Alors, je veux aussi pour vous prouver que la Nivaquine, c'est quelque chose qu'on utilise surtout quand on va dans les pays africains. On nous disait au départ, la Nivaquine rend aveugle. Ça n'a jamais rendu aucun Africain aveugle, aucun Français qui allait là-bas aveugle. Et moi, j'ai pris la Nivaquine, ça m'a jamais rendu malade. Alors moi, j'ai confiance au professeur Raoult, je continue à lui accorder ma confiance. Un point, c'est tout. Et cette histoire-là, c'est une histoire de gros sous aussi, parce que la chloroquine ne coûte rien du tout, tandis que les études à perpétuité coûtent énormément et le médicament risque de changer pour donner la place à un médicament qui coûte beaucoup plus cher. Alors moi, j'y crois pas du tout. Moi, je crois au professeur Raoult, c'est tout, c'est pas un point. Mais c'est intéressant ce que vous dites et je vais donner la parole également à Yael Mellul. Mais professeur Buisson, cette étude publiée dans la revue scientifique Lancet, quand on lit un peu la manière dont elle a été faite, les déclarations des uns et des autres, etc., on s'aperçoit quand même que les laboratoires ont plus ou moins mis la main dans l'histoire. Donc est-ce qu'effectivement, comme le dit Babette de Rosière, est-ce qu'elle n'est pas un petit peu pilotée aussi en sous-main par les labos qui ont besoin de se faire de l'argent et qui ne se prend pas de l'argent avec de la chloroquine, hein? Voilà. Alors là on entre dans le conspirationnisme. Mais je sais pas, je vous pose la question. Non, pas du tout, parce que franchement, des revues comme le Lancet ou le New England Journal of Medicine, etc., vous savez, quand on publie dans ces revues scientifiques de haut niveau, de très haut niveau, je peux vous garantir que chaque chercheur doit faire état de ses liens d'intérêt. Et on n'a vraiment pas... on n'a pas justement intérêt à raconter des histoires parce que c'est ainsi que certains scientifiques ont été complètement rayés de la liste des personnalités scientifiques crédibles. Je crois que il faut faire confiance un peu dans l'honnêteté scientifique de ces grandes revues. Sinon, on met tout en doute. Je voudrais simplement dire un mot sur la Nivaquine. La Nivaquine que j'ai prise aussi quand j'étais en Afrique, on en prenait 100 mg par jour. Là, les traitements qui sont préconisés sont des traitements à au moins 600 mg par jour. C'est pas la même chose. Ouais. On est très près. Et c'est un médicament qui a une marge thérapeutique étroite. C'est-à-dire que entre la dose efficace et la dose toxique, il y a très très peu d'écart. Yael Mellul? Oui. Alors moi, je voulais... Alors déjà, moi, avant tout, je suis jury, j'ai fait des études de droit. Donc moi, je n'ai absolument aucune compétence pour discuter de l'efficacité ou pas de ce traitement. Le professeur Buisson l'a rappelé, aujourd'hui, il y a beaucoup trop de croyances et pas assez de science. Et il faut... je pense qu'il faut réapprendre à faire confiance aux scientifiques. Moi, le problème que j'ai aujourd'hui, c'est que ces querelles de scientifiques, aujourd'hui, sont trop publiques quelque part, et nous, on est au milieu, et on est un petit peu... on ne sait plus quoi penser. On ne sait plus quoi penser. Oui, c'est vrai. Du doute. On est encore rempli de doutes, et vous rajoutez à ça quelque chose qui m'inquiète encore plus, c'est la politisation de la science. C'est vrai. Ces politiques qui utilisent cette discussion scientifique à des fins politiciennes. Je pense notamment, par exemple, à Ségolène Royal, qui hier, je crois, ou avant-hier, a effacé tous ses tweets de soutien qu'elle avait pu faire au professeur Raoult. On est où là? Ça prouve aussi, mais par rapport à Ségolène Royal, ça prouve sa colonne vertébrale qui est particulièrement solide. Bref. Professeur Buisson, très honnêtement, il y a quand même une fronde anti-Raoult aussi, il faut le dire. C'est sûr. Oui, je sais pas. Écoutez, moi, je n'entre pas dans ce débat parce que, encore une fois, le professeur Raoult, je l'apprécie beaucoup en tant que microbiologiste. Je suis microbiologiste aussi. Je sais le travail énorme qu'il a fait, les découvertes qu'il a faites. C'est vraiment un grand scientifique. Mais depuis qu'a commencé cette histoire de Covid, il a perdu la boule, quoi. Disons qu'il a pris une attitude qui n'est plus scientifique. Donc à ce moment-là, moi, je ne le suis pas. Maintenant, je regarde les travaux qui sortent de l'IHU, je regarde ce qui se fait ailleurs. Et malheureusement, ça n'est pas en faveur de ce qui sort de l'IHU. Pour l'instant, il n'y a pas de résultat. Tous les travaux qui sont sortis de l'IHU de Marseille sont extrêmement contestables. Alors là, vraiment, ça ne tient pas la route. Ça n'est pas publiable dans une revue de haut niveau. Donc, c'est des déclarations,
c'est un peu des provocations. On ne peut pas le suivre là-dessus. Alors c'est là qu'effectivement, on va voir ceux qui croient et ceux qui ne croient pas. Mais la science, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça du tout. Et il faut se tenir à l'écart de ce type de débat. Merci, professeur Buisson, d'avoir été avec nous dans Les Vraies Voix sur Sud Radio en tout cas. Et puis tous les avis sont dans la nature. Et c'est important d'entendre aussi ceux qui ne sont pas d'accord, évidemment, avec le professeur Raoult. Dans un instant.